Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme. En qualité de personne handicapée, je demande à ce que mes droits soient protégés par les normes émanant des traités. A. Interdiction à la torture. B. Respect à la vie familiale. Certificat médical de non-assistance à personne en danger suite à cette politique d'hégémonie idéologique. Au terme de la résolution 4034 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir 29 novembre 1985. On entend par victimes des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme. Les États devraient envisager d'incorporer dans leur législation nationale des normes proscrivant les abus de pouvoir et prévoyant des réparations pour les victimes de tels abus. Parmi ces réparations devraient figurer notamment la restitution et l'indemnisation, ainsi que l'assistance et l'appui d'ordre matériel, médical, psychologique et social nécessaires. Attendu qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, c'est un principe qui est rappelé par l'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal français. La complicité de l'État pourrait se définir comme l'acquiescement ou la passivité, l'acquiescement, dans le domaine du droit, et l'adhésion expresse ou tacite à une situation anormale, un silence avec absence d'action positive pouvant équivaloir à un consentement. Le rôle de la justice est de gangrener la torture morale, jusqu'à l'épuisement fatal du justiciable, le meurtre parfait étant de pousser le justiciable au suicide. Les auteurs sont protégés de manière indépendante, vu que l'État français n'a jamais acté son pouvoir récursoire. L'action récursoire, qui fait partie du droit positif, est cependant tombée en désuétude faute d'être jamais appliquée. Et l'alinéa 2 de l'article 11.1 de l'ordonnance N-58270 du 22 décembre 1958 édicte la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État. Mais cette section ne précise pas si l'État doit être préalablement condamné. L'intimidation est de temps à autre, malheureusement, le support honteux d'une triste justice. Peu soucieux de l'éthique promise et de la déontologie afférente à la fonction, il arrive que le juge se laisse aller à des comportements inquiétants. Pression, menaces, privation provisoire de liberté ou encore de pouvoir vivre une vie de famille en vous empêchant d'héberger votre enfant, sont alors les munitions de cette politique de la terreur, alors que vous n'êtes ni un assassin ni un criminel, vous n'avez commis ni crime, ni délit, vous devez donc juste vous soumettre à une politique d'hégémonie idéologique, par la position sociale qu'exerce notre juge. Quand vous voyez que ces juges se permettent de s'immiscer dans votre sphère d'intimité, vous espionner et vont jusqu'à vous interdire, par le biais de menaces de partager des photographies de votre enfant. Le magistrat dérive de façon houleuse aux frontières de l'inadmissible. Quelle que soit la voie empruntée, l'erreur choisie, l'erreur conçue sciemment, est une mascarade qui n'affaiblit pas seulement la justice, elle la détruit. Notre juge est alors l'auteur moral et matériel d'un assassinat, celui de la justice. En outre, la législation française n'a aucun respect des obligations nées de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est sans équivoque à cet égard, aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Rappelant que l'article 22 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, est similaire à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, vous constaterez que ce droit se dégrade inexorablement malgré Observation générale numéro 16 du Comité des droits de l'homme, 32e session du 8 avril 1988. Article 17, droit au respect de la vie privée. 1. L'article 17 prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, ainsi que contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. De l'avis du comité,
La protection de ce droit doit être garantie contre toutes ces immixtions et atteintes, qu'elles émanent des pouvoirs publics ou de personnes physiques ou morales. Les obligations imposées par cet article exigent de l'État l'adoption de mesures, d'ordre législatif ou autre, destinées à rendre effective l'interdiction de telles immixtions et atteintes à la protection de ce droit. 2. À cet égard, le comité tient à faire observer que les rapports des États parties au pacte n'accordent pas l'attention nécessaire aux renseignements sur la façon dont le respect de ce droit est garanti par les autorités législatives, administratives ou judiciaires, et en général par les organes compétents institués par l'État. En particulier, on n'accorde pas une attention suffisante au fait que l'article 17 du pacte traite de la protection contre les immixtions illégales et arbitraires. Cela signifie que c'est précisément dans la législation des États qu'il faut avant tout prévoir la protection du droit énoncé dans cet article. Pour l'instant, les rapports, soit ne disent rien d'une telle législation, soit fournissent à ce sujet des renseignements insuffisants. 3. L'adjectif illégal signifie qu'aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi. Les immixtions autorisées par les États ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du pacte. 4. L'expression immixtion arbitraire se rapporte également à la protection du droit prévu à l'article 17. De l'avis du comité, cette expression peut s'étendre aux immixtions prévues par la loi. L'introduction de la notion d'arbitraire a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières. 5. En ce qui concerne le terme famille, les objectifs du pacte exigent qu'au fin de l'article 17 ce terme soit interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société de l'État partie concerné. Le terme home dans la version anglaise, manzel dans la version arabe, zouz à accent aigu dans la version chinoise, domicilio dans la version espagnole, domicile dans la version française et zilish dans la version russe, doit s'entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle. À ce propos, le comité invite les États à indiquer dans leur rapport l'acception donnée dans leur société aux termes famille et domicile. 6. Le comité estime que doivent figurer dans les rapports des renseignements sur les autorités et organes prévus par le système juridique du pays qui ont compétence pour autoriser les immixtions admises par la loi. Il est également indispensable d'avoir des renseignements sur les autorités qui sont habilitées à exercer un contrôle sur de telles immixtions dans le strict respect de la loi, et de savoir de quelle façon et auprès de quels organes les personnes concernées peuvent se plaindre d'une violation du droit prévu à l'article 17 du pacte. Les États doivent clairement indiquer dans leur rapport jusqu'à quel point la pratique effective s'accorde au droit. Les rapports des États parties doivent également contenir des renseignements relatifs aux plaintes déposées pour immixtion arbitraire ou illégale et au nombre de décisions rendues à cet égard le cas échéant, ainsi qu'aux recours prévus en tel cas. 7. Étant donné que toutes les personnes vivent en société, la protection de la vie privée est nécessairement relative. Toutefois, les autorités publiques compétentes ne doivent pouvoir réclamer que celles des informations touchant la vie privée de l'individu dont la connaissance est indispensable à la société, au sens du pacte. Par conséquent, le comité recommande aux États d'indiquer dans leur rapport les lois et règlements régissant les immixtions dans la vie privée. 8. Même pour ce qui est des immixtions qui sont conformes au pacte, une loi pertinente doit préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles peuvent être autorisées. La décision de procéder à ces immixtions autorisées doit être prise par l'autorité désignée par la loi, et cas par cas. Le respect de l'article 17 exige que l'intégrité et le caractère confidentiel de la correspondance soient garantis en droit et en fait. La correspondance doit être remise au destinataire, sans interception, sans être ouverte, et sans qu'il en soit pris autrement connaissance. La surveillance, par des moyens électroniques ou autres, l'interception des communications téléphoniques, télégraphiques ou autres, l'écoute et l'enregistrement des conversations devraient être interdits. Les perquisitions domiciliaires doivent être limitées à la recherche des éléments de preuve nécessaires, et ne doivent pas pouvoir donner lieu à des vexations. En ce qui concerne la fouille des personnes et la fouille corporelle,
Des mesures efficaces doivent assurer qu'il y est procédé d'une manière compatible avec la dignité de la personne qui en est l'objet. Les personnes soumises à une fouille corporelle par des agents de l'État ou du personnel médical agissant à la demande de l'État ne devraient être fouillées que par des personnes du même sexe. 9. Les États parties sont eux-mêmes tenus de s'abstenir d'agissements non conformes à l'article 17 du pacte, et de créer le cadre législatif nécessaire pour empêcher que des personnes physiques ou morales ne s'y livrent. 10. Le rassemblement et la conservation, par des autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, de renseignements concernant la vie privée d'individus sur des ordinateurs, dans des banques de données et selon d'autres procédés, doivent être réglementés par la loi. L'État doit prendre des mesures efficaces afin d'assurer que ces renseignements ne tombent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les exploiter, et ne soient jamais utilisés à des fins incompatibles avec le pacte. Il serait souhaitable, pour assurer la protection la plus efficace de sa vie privée, que chaque individu ait le droit de déterminer, sous une forme intelligible, si des données personnelles le concernant et, dans l'affirmative, lesquelles sont stockées dans des fichiers automatiques de données, et à quelle fin. Chaque individu doit également pouvoir déterminer les autorités publiques ou les particuliers ou les organismes privés qui ont ou peuvent avoir le contrôle des fichiers le concernant. Si ces fichiers contiennent des données personnelles incorrectes ou qui ont été recueillies ou traitées en violation des dispositions de la loi, chaque individu doit avoir le droit de réclamer leur rectification ou leur suppression. 11. L'article 17 garantit la protection de l'honneur et de la réputation, et les États sont tenus d'avoir des lois appropriées à cet effet. Des dispositions doivent également être prises pour permettre à chacun de se protéger contre toute attaque illégale dont il peut être l'objet et d'avoir un moyen de recours contre les responsables. Les États parties devraient indiquer dans leur rapport dans quelle mesure l'honneur et la réputation des individus sont protégés par la loi, et comment cette protection est assurée dans leur système juridique. Le concept de dignité humaine est relativement récent et en extension, et difficile à cerner parce qu'il implique la définition même de ce qui fait l'humanité d'un être humain. Définir l'atteinte à la dignité de la personne comme un acte d'humiliation, vous permettra d'ébaucher une définition conceptuelle de la dignité humaine. La personne est considérée comme un être social. La notion implique donc la reconnaissance respectueuse de la dignité d'autrui. L'idée d'humiliation et de respect peut servir à l'interprétation de la dignité humaine. Définir la violation de la dignité en tant que comportement qui humilie, peut permettre de tenter d'ébaucher une définition conceptuelle de la dignité humaine. En outre, la perception de l'humiliation doit être comprise de façon subjective, c'est-à-dire comment la personne perçoit l'acte. Il ressort donc que la notion du respect de la dignité humaine vise à protéger les intérêts multiples et interdépendants de la personne allant de son intégrité corporelle, à son intégrité morale et à son épanouissement personnel. La dignité est une valeur fondamentale de tout être humain. C'est à travers cette notion que se trouve le fondement de tous les autres droits individuels. Elle trouve son expression dans plusieurs documents internationaux et nationaux. Déclaration universelle des droits de l'homme. Art. 1 et 6. 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 16. 16. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. En France, ce droit à la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Il est repris à l'article 16 du Code civil. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Le droit à la dignité humaine est également assuré par le Code pénal qui réprime les atteintes à la dignité de la personne. Ainsi, le chapitre V intitulé des atteintes à la dignité de la personne, du titre I des atteintes à la personne humaine, de son deuxième livre des crimes et délits contre la personne du dit Code y est consacré. Ce chapitre comprend une série d'infractions hétéroclites sans qu'il n'y soit donné de définition de ce que le législateur entend par atteinte à la dignité de la personne.
La circulaire du 14 mai 1993 demeure elle aussi silencieuse sur ce qu'est la dignité humaine et sur les faits qui lui portent atteinte, préjudice. Traditionnellement, une distinction est faite entre dignité humaine et dignité de la personne humaine, concept correspondant plus au respect des droits de l'homme, distinction que nous ne retiendrons pas parce qu'elle ne nous semble pas pertinente au regard de notre sujet. Jean Pradel dans son ouvrage intitulé Droit pénal spécial définit les infractions portant atteinte à la dignité comme celles qui, hors les cas d'attentat à la vie, à l'intégrité ou à la liberté, ont pour effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme un animal ou, dans le meilleur des cas, comme un être auquel serait dénié tout droit à l'honneur et à son honorabilité. Ainsi, les atteintes à la dignité humaine se déclineraient en atteintes à l'égalité, au respect dû à la personne humaine et à son honorabilité. À noter qu'en matière de torture morale pour la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci n'est pas un vice de consentement, l'usage d'euphémismes est courant pour tenter de minimiser la violence des actes commis ou de contourner les lois interdisant le recours à la torture. On parlera ainsi de mesures d'inconfort ou de positions de stress, sans doute parce qu'elles ne salissent pas les mains des magistrats tortionnaires. Soumission à l'autorité comme mesure coercitive, en parlant d'une autorité, ce qui contient le droit de coercition, ce qui a le pouvoir de coercition, c'est-à-dire de contraindre quelqu'un pour l'obliger à se soumettre à sa loi. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que cette domination soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. La violence doit avoir déterminé le co-contractant à consentir. Ce caractère déterminant est défini à l'article 1112 Code civil. Article 1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. La violence sera sanctionnée, qu'elle émane du co-contractant ou d'un tiers. C'est là une différence importante avec le dot. Cette condition est même explicitée par l'article 1111 du Code civil, qui dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Le vice de consentement ne peut cependant être provoqué que par une personne. On peut pourtant imaginer des situations de fait qui vont obliger la personne à conclure à se soumettre. Vice du consentement. Définition. Définition de vice du consentement. Il ne peut y avoir d'engagement valable que si, à l'instant où il s'engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte. La validité de toute obligation suppose d'abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide. L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugé vicié, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synalagmatique, est susceptible d'être annulé. La torture morale pour la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci n'est pas un vice de consentement. Le meurtre parfait est de pousser des justiciables au suicide, les magistrats seront lavés de tout soupçon. L'article 122-4 du Code pénal dispose dans son deuxième alinéa que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. La contrainte s'apparente à la force majeure et est prévue par l'article 122-2 du Code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. C'est l'hypothèse où une personne commet une infraction sous l'emprise d'une force irrésistible. Étant donné que cette Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais voulu reconnaître les souffrances morales liées à une non-assistance à personne en péril, le fait que des magistrats français poussent des justiciables à des idéations suicidaires rentre dans les violences légitimes, violences autorisées par la loi, donc qui ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles. Les violences légitimes sont présentes au cœur de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe l'homicide mais autorise la peine de mort, par les violences légitimes.
Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le recours à la force meurtrière par l'État en précisant les conditions dans lesquelles l'État est autorisé à enlever la vie. À cette occasion, il autorise la peine de mort. Ma correspondance du le 16 mars 2011 avant que le juge unique déclare ma requête irrecevable en date du 14 avril 2011, déclarant constater aucune violation de la Convention et de ses protocoles. Monsieur Thériault-Bru numéro 4 place Jean Moulin 91 270 Vigneux-sur-Seine. Requête N°62 879-09. Cour européenne des droits de l'homme Conseil de l'Europe 67 075 Strasbourg-Cedex. Objet, violation de mes droits et ceux de mon enfant par privation du maintien de nos relations et défaut de soins. Madame, Monsieur. Je tenais à porter à votre connaissance les faits suivants. Vous pourrez observer sur la notification jointe qu'il est notifié dans son courrier du 28 octobre 2010, M. Thériault expose qu'il ne conteste pas les dépens, mais le fait de ne pas avoir obtenu un jugement équitable, puisque son ex-épouse ne s'est jamais acquittée de ses obligations alimentaires et qu'elle a dissimulé ses revenus soit en corrélation avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et droit à un procès équitable. Je tiens à vous préciser que je n'ai aucune nouvelle de mon enfant handicapé et ceci depuis fin décembre 2010, ni la France ni la Belgique ne me communiquent de ces nouvelles. J'ai même essayé une plainte auprès de l'Union européenne, soit pour violation de l'article 24 car les ordonnances écrites me donnent un droit de visite en France et même le certificat médical, à cause des administrations plus la situation comporte un risque de non-assistance à personne en danger concernant la personne de Monsieur Thériault-Bru en haut, que je vous ai fait parvenir ainsi qu'au service social qui doit organiser mes visites en France, cela ne les a pas fait réagir, hélas ils se moquent du genre humain. Dois-je rappeler que les droits de l'homme sont censés protéger le genre humain et non mettre inutilement la vie d'autrui en danger. Les droits de l'homme n'ont pas pour but d'assouvir le narcissisme existentiel de ces soi-disant services de protection à l'enfance qui ne respectent pas les relations enfant-parent. Dois-je rappeler que mon enfant a également des droits et que l'on ne lui laisse pas le choix de rencontrer son frère aîné et moi-même. Il est obligé lui aussi de subir toutes ces négligences et ces non-respects des conventions européennes et internationales traitant sur le sujet du maintien des relations enfant-parent. Je tiens à préciser que je suis en dépression aggravée majeure, suite à toutes ces violations des droits de l'homme et de l'enfant, où l'intérêt supérieur de mon fils n'est pas pris en compte et où je dois subir des violences psychologiques institutionnelles, causant intentionnellement une grande souffrance à ma santé physique et mentale, ainsi qu'une discrimination à mon encontre vu que par mon identité sexuelle on ne respecte pas mes droits. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault-Bru. Reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% en 2012. Finalité de la mise en péril. Renouvellement 2015. L'article 689-11 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé. Article 689-11. En dehors des cas prévus par le sous-titre premier du titre premier du livre IV du présent Code pour l'application de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes. 1. Les crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du Code pénal. Torture. D'après la Cour pénale internationale, il est entendu qu'aucune intention spécifique n'a besoin d'être établie pour ce crime. Élément 7.1 F. 1. L'auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. 7.1 F. 4. Le comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Dans la définition du crime contre l'humanité, l'exigence d'un contexte de conflit armé a complètement disparu lors de l'adoption du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, article 3, et du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, article 7. Un crime contre l'humanité peut donc être commis en temps de guerre comme en période de paix.
Par ailleurs, les statuts du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale ont introduit un nouvel élément, déjà mentionné dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et dans d'autres documents. Afin que les actes susmentionnés puissent constituer des crimes contre l'humanité, ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, ce qui exclut les actes isolés ou fortuits. Cependant, un acte seul, s'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Et l'attention de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Comme la Cour de cassation impose le ministère d'un avocat, donc conformément aux jurisprudences ci-dessous et si l'intérêt de la justice l'exige, je demande la désignation d'un avocat commis d'office. Puis-je demander à la Cour de motiver son refus d'appliquer la désignation d'un avocat commis d'office. Quand il y a violation de l'article 3 de la Convention aide, interdiction de la torture, laquelle peut signifier torture morale. Avec certificats médicaux à l'appui. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. La torture morale en France est-elle sanctionnable et sanctionnée? La torture morale fait partie des crimes contre l'humanité, compte tenu du fait que les crimes contre l'humanité tels qu'ils y sont définis sont parmi les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale, qu'ils engagent la responsabilité pénale individuelle et supposent une conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu'il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde. Le statut de Rome de l'ACPI. Article 7.1 F. Torture, il est entendu qu'aucune intention spécifique n'a besoin d'être établie pour ce crime. Élément 1. L'auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. Selon l'article 689-2 du Code de procédure pénale français. Pour l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention. Selon la Convention internationale de l'ONU contre la torture, adoptée le 10 décembre 1984, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, 1, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Les pires cicatrices ne sont pas toujours physiques, la torture psychologique. Les autorités judiciaires françaises me privent depuis 2008 de mon droit d'héberger le cadet de mes fils qui est handicapé, sous aucun motif particulièrement impérieux, la seule raison est le pouvoir discrétionnaire des juges qui usent d'une politique d'hégémonie idéologique. Le protocole d'Istanbul déclare catégoriquement que la torture, pour être qualifiée de telle, n'a pas besoin de laisser de cicatrices ou de marques visibles. En résumé, il affirme que la torture, même quand elle ne laisse aucune preuve physique tangible, n'en demeure pas moins de la torture et peut donc encore entraîner des conséquences graves. Autrement dit, en matière de torture, ce n'est pas seulement ce que l'on voit qui importe. La taille des cicatrices est sans relation avec l'étendue du traumatisme. L'absence de marques tangibles ne signifie pas que la personne n'a pas été torturée. Pendant des décennies, bon nombre de tribunaux ont eu tendance à écarter les allégations de torture au motif que les plaignants n'avaient rien à montrer sur leur corps qui aurait été torturé. Le protocole d'Istanbul établit officiellement que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence de torture, affirmant de ce fait que la torture est la torture, même si elle ne laisse aucune trace physique. Par extension, les méthodes psychologiques de torture,
qui ne sont pas censés laisser de marques physiques, constituent également une forme de torture. On le sait bien depuis des années dans les centres de réhabilitation des survivants de la torture, où il a été constaté que la torture produisait des traumatismes graves et des problèmes de santé sans laisser de traces physiques. Le regretté professeur Sten Jacobsen, un expert suédois de la torture, a toujours affirmé que les pires cicatrices ne sont pas toujours physiques. Ces procédés permettent de briser la nature humaine, par ces brutalités morales spécifiquement arbitraires émanant de l'autorité judiciaire française, que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008, vis-à-vis du cadet de mes fils et dont je n'ai aucune nouvelle depuis novembre 2011 suite à sa déportation en Belgique, résultent de ces sévices psychologiques qui sont étroitement liés et poursuivent le même but, le même dessein, ayant les mêmes répercussions internes. L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. On entend par violence, l'utilisation de forces psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages à autrui. Elle implique de la souffrance, des blessures psychiques, qui entraînent ou risquent fortement d'entraîner un traumatisme et des dommages psychologiques. On entend par torture, l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à autrui, méthode visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique, ou mentale. Elle peut être utilisée comme châtiment, comme moyen de coercition, action de contraindre, afin d'inspirer la domination, soumission à l'autorité judiciaire ou administrative. La somatisation est généralement vue comme la manifestation ou la traduction physique d'un conflit psychique, résultant de l'interaction complexe de symptômes, de détresse psychologique, de mécanismes cognitifs en particulier interprétatifs, résultat de sa propre souffrance interprétée par son corps. Sur l'intention, que dit la jurisprudence sur la prévention de la torture ? L'auteur doit chercher à causer un degré élevé de douleur ou de souffrance pour que cet acte constitue un acte de torture. L'inconscience quant à la douleur ou à la souffrance extrême causée peut être suffisante. Il ne sera en revanche pas suffisant de ne pas savoir si l'on va causer ou non une douleur ou une souffrance extrême. Par conséquent, un acte ne constituera généralement pas un cas de torture si cet acte n'est pas susceptible de causer une grande souffrance à une personne ordinaire, étant donné que l'auteur n'a probablement pas l'intention préalable de causer une douleur extrême. Néanmoins, si l'auteur est conscient de la sensibilité particulière de la victime, cet acte peut alors constituer un cas de torture. L'article 16 de la Convention stipule: tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture tels qu'elle est définie à l'article 1er lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les types de traitements considérés comme cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas définis par l'article 16. Le critère selon lequel les actes doivent être commis avec un certain niveau de participation d'un fonctionnaire de l'État ou d'une personne agissant à titre officiel est formulé de la même façon que dans l'article 1. Les critères de l'article 1 relatifs à la gravité, à l'intention et à la finalité s'appliquent probablement de façon plus clémente, le cas échéant, lorsque l'on détermine s'il y a eu violation. Par exemple, des actes négligents peuvent constituer une violation de l'article 16 mais pas un acte de torture au sens de l'article 1. Les violations de l'article 16 ne génèrent pas les mêmes conséquences en vertu de la Convention qu'une violation de l'article 1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que cette domination soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction, ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits.
Autre moyen coercitif, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, par l'autorité judiciaire par son droit d'annihiler, ou toute autre personne agissant à titre officiel, tuteur, services sociaux, etc. Pour l'exclusion parentale par exemple. Je n'évoque pas ici la douleur physique, mais la souffrance morale, toujours présente et destructrice, dès lors que des magistrats français m'ont contraint à supporter une atteinte à ma dignité et à mes droits, depuis décembre 2008, en effet le pourvoir d'un juge unique est non seulement souverain mais aussi discrétionnaire. Hélas, personne ne condamne ces exactions, actes de violence psychologique, ces vices commis à l'égard d'autrui. La violence n'est pas que physique. Or cette douleur, quotidienne, incessante, incontrôlable le plus souvent, par sa permanence représente sans doute l'élément le plus insupportable de toute torture morale. Et cette douleur, nul n'en tient compte dans l'appréciation du dossier de prévention contre la torture. Cette douleur demeure imperceptible à autrui car elle n'est ni mesurable, ni comparable et que, pour comble de malheur, elle se révèle à peu près indicible, inexplicable comme toute douleur. Quoi qu'il en soit, les droits humains n'étant pas formellement reconnus ni garantis en France, les Français ne bénéficient pas d'une protection qui les mette à l'abri de la torture au sens de la Convention, lequel peut signifier torture morale. Le comité recommande que l'État partie prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que tout agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, responsable d'actes de torture soit poursuivi et sanctionné d'une peine proportionnelle à la gravité des actes commis. La torture peut être utilisée comme châtiment, comme moyen de coercition, l'usage légitime de la force et ou de la domination de la part d'une autorité, pour obtenir quelque chose, soumission à l'autorité qui se servira de sa position sociale pour vous priver d'un droit légitime, exemple respect à la vie privée et familiale, afin d'inspirer la terreur et la domination, pouvant volontairement aboutir à la mort de l'individu. Il s'agit alors du supplice qui vise à amener la mort de façon très douloureuse et judicieuse en poussant le justiciable à la tentative de suicide pouvant aboutir sur sa mort organique, voire même par cette accumulation dans la durée, chercher à la retarder le plus possible, pour prolonger l'agonie. Elle passe par toutes sortes d'agressions, psychologiques reposant sur la peur, la tristesse ou autres émotions. Les actes de torture produisent le plus souvent des séquelles, notamment des traumatismes psychologiques. Pour le tortionnaire ou bourreau, torturer peut éventuellement répondre à des pulsions sadiques ou s'inscrire dans la soumission à l'autorité, expérience de Milgram. Cette violence psychologique dont bien des hommes sont victimes est la cause d'un nombre de décès annuels supérieur à ceux de la violence physique. Quel use de mauvais traitements psychologiques. La torture a des effets tout aussi sévères sur l'équilibre mental des justiciables, affirment des chercheurs qui récusent l'idée de formes de torture moins dure. La Convention des Nations Unies contre la torture condamne tout type de mauvais traitements, moraux comme physiques. Définir l'acte de torture morale comme un acte d'humiliation, vous permettra aussi d'ébaucher une définition conceptuelle de la dignité humaine. Les tortures morales arrivent aussi haut dans l'échelle que des mauvais traitements physiques, ces tortures détruisent autant le moral et à aussi long terme que des douleurs physiques. Pourquoi que le comité contre la torture ne les reconnaîtrait pas à un moindre degré? Metin Bazoglu espère que ce genre de travaux, publiés dans les archives of General Psychiatry, aideront à rationaliser le débat sur la torture, à faire en sorte que ce ne soit pas seulement une question d'opinion. Cette méthode n'agit pas directement sur le corps, comme c'est le cas avec l'électrocution, les coups et les brûlures, mais elle s'attaque au sens et aux spécificités culturelles et ou émotionnelles de la victime. Mise dans le tourment de la personne, pousser le justiciable au suicide, position de stress, privation émotionnelle, ségrégation de la famille, simulacre d'une fausse notion de respect visant à l'intimidation et à l'humiliation font partie de ces techniques. La torture morale détruit toute capacité de socialisation, on perd sa famille, son travail, ses amis, sa confiance en soi. Une autre forme de torture psychologique provoquant elle aussi des conséquences dévastatrices. La torture psychologique présente un double avantage, selon ceux qui la pratiquent,
Elle ne laisse pas de traces visibles, rendant tout recours devant la justice encore plus difficile, et elle est perçue comme étant plus acceptable, à la fois par l'opinion publique, qui a tendance à considérer que ce n'est pas vraiment de la torture, et par les bourreaux. La torture morale a-t-elle encore de beaux jours devant elle? Les juges doivent mettre en application les lois votées par les parlementaires, le corps législatif propose des lois et rend des décrets, donc le corps législatif se rend aussi coupable que la justice de ces assassinats moraux. Les éléments de crime selon les autres crimes contre l'humanité dans le Code pénal, article 212-1, sont entre autres 6 degrés la torture. Je vous prie de croire, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, à l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault Bruno.